Bonsoir à toutes et à tous. Cette rencontre a été organisée par Café Italia Off, qui est une jeune association qui se donne comme objectif de faire connaître une autre Italie, une Italie qui n'est pas forcément celle du sens commun, qui est répandue à l'étranger et même à l'intérieur de l'Italie. Ce soir, nous avons le plaisir de nous retrouver à parler d'immigration et sur l'immigration. Cela nous donnera l'occasion de comparer des politiques d'immigration en Italie et en France, et entre l'Italie et la France. Et nous parlerons également d'actions mises en place, souvent contre vents et marées, c'est le cas de le dire, et non seulement à Lampedusa. Voilà, donc des politiques d'immigration et des actions mises en place, souvent contre vents et marées, non seulement à Lampedusa, grâce à la société civile en Italie. Du coup, nous aborderons les différences, mais aussi les similitudes avec la société française. L'idée de fond est que la même mer, au fond, la Méditerranée, touche les deux côtes de ces deux pays. Ces deux pays partagent les mêmes orientations politiques européennes qui sont communes, et pourtant, ces politiques européennes ne trouvent pas la même application, ni les mêmes formes de résistance, notamment du côté de la société civile. Et certes, en France et en Italie, la France et l'Italie n'ont pas la même histoire, elles n'ont pas la même tradition politique, ni la même tradition associative. On pourra revenir là-dessus dans le débat à la fin. En tout cas, ce sur quoi on voudrait mettre l'accent aujourd'hui est que quelques exemples d'engagement bénévole ancrés dans des territoires spécifiques est très important à pointer pour l'expérience italienne. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons invité tout d'abord Elisabetta Canitano, qui est gynécologue à l'hôpital de Rome et qui nous présentera l'expérience romaine, notamment en matière de santé. Ensuite, Giovanni Consolino, qui a au fond deux casquettes qui sont très intéressantes, puisqu'il est à la fois fonctionnaire de la mairie sicilienne de Victoria et il est précisément responsable du secteur migratoire dans les services sociaux. Et la deuxième casquette est liée au tissu associatif, puisqu'il est membre associatif d'une association pour les droits humains. Enfin, on donnera la parole à Mattia Vitiello, qui est sociologue au CNRS italien et qui mettra en rapport ses expériences concrètes avec un contexte transnational. Enfin, Barbara Morovic, qui est à côté de moi, qui est à la fois anthropologue à Horizon et maître assistante à l'école d'architecture de Strasbourg, reviendra sur des formes d'engagement dans un quartier de Strasbourg qui est celui d'Haute-Pierre. Je vous donne la parole, notamment Elisabetta Canitano. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis gynécologue et je vais faire un petit discours sur l'Italie et sur l'organisation de l'Italie. Pierfranco Pellizzetti, qui est un auteur de cette revue qui s'appelle Microméga, a fait une analyse de l'organisation en Italie et il dit que la dernière organisation effective qu'on a eue, ça a été l'Empire romain en Italie. Et puis, on a eu presque rien pour les siècles. Et notre auteur, qui s'appelle Ermanno Rea, soutient que c'est le Vatican qui ne veut pas que l'Italie ait un État laïque public. Mais enfin, le résultat est que les Italiens ont très difficulté à faire fonctionner les macro-machines sociales, que sont les hôpitaux, que soit l'école, que soit même les transports. Et donc, aussi l'assistance aux étrangers est réglée par l'État. Il y a des lois pour l'assistance de la santé des étrangers. Il y a des lois en Italie. Une loi, c'est pour les étrangers sans papier. Ils ont droit à un papier qui s'appelle STP.
et ça veut dire straniero, étranger, temporaneamente, pour un temps, presente, présent en Italie. Vous voyez que ça veut dire pratiquement tout le monde. Et extra-communautaire. Alors voilà, c'est les classiques clandestins qui arrivent en Italie et puis ils peuvent recevoir ce papier. Et puis, nous avons une autre loi, vous savez, ce sont les lois des gouvernements de centre-gauche. Nous avons eu des gouvernements de centre-gauche très brefs dans les derniers 20 ans, mais ils ont fait deux lois, une pour l'STP et l'autre pour l'extra-communautaire, et puis les mots ENI, européen, non inscritto, pas inscrit dans notre registre de la santé. L'STP est payé par les ministères de l'Intérieur et l'ENI pour les ministres de la Santé. Mais comme ça semble tout facile. Qu'on y va, on arrive et on peut avoir. Vous savez que nous avons une loi qui n'a pas fini, qui ne permet pas de rester en Italie sans papier. Et alors, il y a un peu de confusion. Une extra-communautaire peut avoir la santé italienne, peut inscrire son fils à l'école, mais il ne peut pas demeurer en Italie. Ça, c'est l'Italie. On a dit que ce n'est pas un système macro-organisé. Et alors, bien de financements sont donnés à une partie de l'Église. On peut dire que l'Église, c'est le système organisé plus fort de l'Italie. Plus que l'État, plus que autres organisations. Et l'État italien donne, par exemple, à la Caritas, 80% de son argent pour assister les pauvres. Et la Caritas assiste les pauvres et les étrangers, et certaines fois a été dénoncée par la Ligue Nord. Car la Ligue Nord, vous savez, nous l'avons perdue au gouvernement quelques jours il y a, et elle a accusé la Caritas d'aider les clandestins en Italie. Mais la Caritas est un organisme des épiscopes. Ce n'est pas un organisme de bénévoles dans la rue. C'est la Conferenza Episcopale Italiana. Alors nous voyons que la situation, c'est très complexe. Il y a dans l'Église les bénévoles catholiques. Il y a aussi les bénévoles politiquement engagés à gauche, qui soutiennent les étrangers et ensemble à la cause des Palestiniens. Et nous voyons que ces papiers que j'ai décrits, l'ESTP et l'ENI, très souvent, ce sont les associations de bénévoles qui portent les étrangers dans l'État italien, et il dit à l'État, tu dois, ça c'est
ta loi. Tu dois l'appliquer. Car il y a la situation dans laquelle il y a un hôpital, même un hôpital très important, comme avons nous à Rome, San Camillo. Dans les San Camillo, il y a un programme pour les étrangers qui s'appelle Face to Face. Il y a la médiation, il y a les médecins bénévoles, il y a toutes ces choses. Et puis, un travailleur roumain avec sa femme va demander l'assistance pour sa femme qui est enceinte, et l'homme qui se trouve là, qui est lui un fasciste, lui dit: tu n'as droit à rien, ni toi, ni ta femme. Allez, tournez chez vous. Et en Italie, nous avons ENI. Nous avons le permis de séjour pour les femmes enceintes. Les Roumains n'ont pas besoin. Mais nous avons le permis de séjour pour les extracommunautaires, pour les femmes enceintes, jusqu'à 6 mois de l'enfant. Mais un petit homme ou une petite femme à la fenêtre peut dire: vas-y. Alors, peut-être l'étranger va sur Internet, cherche une association. Et avec l'association, il rentre dans la même fenêtre et il dit: ils m'ont dit que vous n'avez pas raison, vous me devez donner les papiers. Et aussi, la mairie de Rome, qui est une mairie de droite, avec un maire fasciste, elle, quand parle d'association de travail pour les immigrés, je m'excuse, mes slides ne marchent pas, mais j'ai ici ça, elle dit: vous pouvez être assisté par des associations. Et il y a les associations de gauche. La ASL, la santé publique, quand on dit étranger, elle dit: voilà les associations. Non, ça va? Ça va? On comprend? Vous pouvez appeler une association. Médecins contre la torture, la Caritas, l'Église, les jeunes contraires, les sociales dans la rue, n'importe quoi. Mais ce n'est pas tout à fait nous, l'État, qui vous donnera de quoi vous avez besoin. Et ça, nous cherchons à ne pas avoir de la santé alternative. À Rome, nous luttons, nous avons des centres qui s'appellent GRIS dans les ASL, qui sont la santé publique, pour que les étrangers viennent dans la santé publique. Pas santé comme charité, mais seulement santé publique dans laquelle il y a les Italiens riches, les Italiens pauvres, les étrangers, ils sont tous égaux. Nous avons même le San Gallicano, l'Institut pour les pauvres. Enfin, ça sert aussi, car le San Gallicano est pour pauvres, pour étrangers et pour maladies sexuelles. Alors ça, c'est plus difficile. La maladie sexuelle, la maladie tropicale. Nous avons eu une fois le San Gallicano à être
a changé son lieu, mais les étrangers, on ne l'a pas voulu. On ne l'a pas voulu, l'étranger et les maladies sexuelles. Et même un journal italien, La République, fait un journal seulement pour les étrangers où il raconte les lois, qu'est-ce qu'il faut faire pour se mettre quand on paye la sécurité sociale. Et notre loi en Italie sont toujours meilleures de ce que nous faisons en pratique. Et même sur le droit de s'inscrire à la santé publique, lorsqu'ils ont le droit de s'inscrire, nous faisons de l'histoire pour la résidence. Mais ce sont les Italiens qui ne donnent pas la résidence car ils logent louer. Ils vont louer ces maisons à noir. Alors l'étranger n'a pas la résidence. Mais ce n'est pas un problème. La loi dit que l'étranger peut faire son inscription à la santé publique tout simplement en écrivant « j'habite ici ». Mais de nouveau, le petit homme à la fenêtre dit « non, je veux la résidence ». Alors, les associations, et même nous, je suis présidente d'une association qui s'appelle Vita di Donna, et tout le temps, nous faisons ce travail. Nous disons, ça c'est un droit. Et très souvent, les Italiens nous écrivent pour les étrangers. Et ils nous disent, il y a une femme qui est à l'hôpital. Ici, dans l'hôpital, m'ont dit qu'elle doit payer. C'est vrai. Et alors nous disons, il n'y a pas de la Caritas l'après. Tu peux aller à la Caritas, tu peux expliquer et ils vont t'accompagner dans l'hôpital. Et c'est pas vrai ça. Ton ami doit doit pas payer. Alors ça c'est un peu de ce qu'on arrive en Italie. Et mais il y a des choses qui marchent pas bien, mais il y a des choses qui marchent bien. Nous avons un réseau d'assistance à la grossesse et notre femme, les femmes italiennes, se vont faire suivre payant et médecin. En Italie, l'assistance à la grossesse par la sage-femme, c'est très peu fait. On le fait très peu. Il y a toujours les médecins. Alors les femmes ont un gynécologue, leur gynécologue, qui arrive à l'hôpital avec eux. Et de cette façon, en Italie, on pratique à peu près 40% des césariennes au lieu du part naturel, de l'accouchement naturel. Nous sommes le premier pays entre les pays industrialisés, car il y a le Brésil aussi, mais nous sommes le premier pays pour les césariennes, surtout dans le sud d'Italie. Les mères d'Italie, du sud, cette fameuse femme, ils n'accouchent plus. Ils font une intervention chirurgique.
Et ils n'allaitent pas leurs enfants. C'est dans le nord d'Italie. Mais ça, pas pour les femmes étrangères. Car les femmes étrangères suivent leur grossesse dans nos consultori familiari, des planning services italiens, où il y a des sages-femmes, où on ne médicalise pas la grossesse, et ces femmes vont dans l'hôpital à leur moment et accouchent sans faire les césariennes. Et il y a des fois où elle fait l'anesthésie, s'ils veulent. En Italie, je sais, on fait encore très peu l'épidurale. C'est encore un gros problème en Italie. Les femmes étrangères n'ont pas toujours la veulent, mais elles accouchent spontanément. L'autre jour, j'étais en hôpital et j'ai vu la carte des femmes qui étaient là-dedans et j'ai vu des Italiennes qui avaient accouché spontanément et j'ai dit, bon, combien des Italiennes? Comment est-ce qu'on fait cette femme à accoucher? À échapper aux césariennes. Et dans notre planning familial, elles sont beaucoup, elles allaitent, elles ont leurs enfants, et ça, certaines fois, rappelle aux femmes italiennes qu'on peut considérer la grossesse un fait naturel aussi. Bon, je donne juste la parole à Giovanni Consolino. Merci. Io non ho il piacere di parlare in francese, mi dispiace di ciò, entro in argomento magari partendo dal terzo settore e poi abbracciando anche l'ambito immigrazione. Je n'ai pas le plaisir de vous parler en français, mais je vais rentrer quand même tout de suite dans le cœur du sujet en vous parlant de la vie associative en Italie qu'on appelle le troisième secteur, le terzo settore, et donc sa liaison avec l'immigration. Sì, diciamo il terzo settore è un'invenzione, diciamo tutta italiana, nasce attorno agli anni 90, ma ha un seguito, ha un qualcosa dietro le spalle sulla politica, in quanto in Italia un ambito politico specifico di governo e opposizione che noi possiamo chiamare come area catto-comunista, che è legata da un'area cattolica della Democrazia Cristiana all'area del Partito Comunista Italiano. Alors, en ce qui concerne le troisième secteur, il s'agit d'une invention tout à fait italienne qui est née dans les années 90. Et c'est une réalité bien politique car dans le cadre politique spécifiquement italien, constitué par l'existence à l'intérieur du gouvernement et d'une réalité qu'on appelle catto-communiste, donc catholique excusez-moi, et communiste en même temps. Bene, quest'area catto-comunista non riesce ad avere uno sbocco politico governativo che ha il nome di compromesso storico. Questo momento politico aveva un perno importante in una figura che era Aldo Moro ed Enrico Berlinguer. Erano i due leader, uno della Democrazia Cristiana e l'altro del Partito Comunista. La storia poi ci dirà che Aldo Moro fu ucciso barbaramente dalle Brigate Rosse e non si è potuto
Ecco, qua alle slide si trovano i due soggetti, in alto Aldo Moro et à destra Enrico Berlinguer. Alors, dans cette zone catho-communiste, on ne trouve pas la débouchée politique, un débouché politique de gouvernement. Ce qu'on a appelé en Italie par compromis historique, je m'excuse pour l'approximation de certaines traductions, mais c'est ce qu'on appelait compromesso storico, qui voyait dans Aldo Moro, ancien Premier ministre, pivot avec Berlinguer. Enrico Berlinguer était le secrétaire du Parti communiste italien. Et c'est seulement l'histoire qui nous dira, après le barbare assassin de Aldo Moro par les Brigades Rouges, qu'on n'a pas pu. Perfetto. Questo qua non fu possibile avere questo momento politico, però l'area catto-comunista riuscì ad avere alcuni passaggi specifici con delle leggi organiche, di cui una è quella del servizio civile che dà fine al servizio militare per trasformarlo da servizio militare obbligatorio a servizio civile, e un'altra che è la legge sul terzo settore. Alors, cette réalité du catho-communisme, finalement, s'est réalisée avec la réalisation de certaines lois, parmi lesquelles la loi sur le service civil, qui remplaça le service militaire obligatoire, et la loi, justement, sur le troisième secteur. La legge è di per sé positiva perché dà spazio alle forme organizzate di poter esprimere in forma di volontariato, in forma aggregata, dei disegni, dei progetti, una progettualità legata alla solidarietà, a tutto quello che appartiene ai servizi che vengono dati alla collettività. Nella pratica il tempo che verrà dopo dirà che c'è qualcos'altro che poi nella mente dei governanti viene trasformato in qualcosa che a volte, non so se spesse volte, positivo non è. Alors, ce troisième secteur a des volets très positifs, car ça donne l'espace, la possibilité à certaines formes d'organisation, de solidarité, de vie associative, de bénévolat, qui ont des grands projets qui peuvent être réalisés, et pour réaliser donc des services de la collectivité. Mais en pratique, dans le dessin des gouverneurs, des non-gouvernants, ça ne se réalise pas toujours comme on voudrait. Sì, nella storia di oggi si dice che spesse volte vengono utilizzate le organizzazioni del terzo settore per avere da un lato, qua entra un altro ambito, perché dovete sapere che in Italia i comuni, così come anche il mio, i servizi che prima aveva e gestiva in proprio, a poco li sta esternalizzando, cioè li dà all'esterno. Significa a cooperative, a forme associative, il che cosa comporta nella sostanza? Comporta che alla fine, dato che in Italia è da sempre in vigore che non c'è un controllo reale, tutto va a discapito dell'ultimo anello, cioè il soggetto che opera. Cioè alla fine quel servizio che, se fatto dall'ente, aveva un costo normale perché l'operaio deve essere pagato, nel terzo settore ciò non avviene, perché in virtù, è lunga, posso? In virtù di un'altra legge, la legge Biagi, purtroppo,
vengono fatte delle contrattualizzazioni che non prevedono il pagamento di indennità specifiche, per cui si chiamano CocoPro, che sono dei contratti continuati a progetto, o CocoCo, cioè CocoCo sembra un nome così allegro, ma allegro non è per i ragazzi che vanno a fare quel lavoro, perché sono sottopagati brutalmente. Alors, toutes ces associations qui naissent grâce au troisième secteur et aux lois qui les prévoient, en réalité souvent sont utilisées par notre État dans différentes façons. La façon dont il vient de parler, c'est une façon qui concerne directement les communes, donc directement l'organisation qui est plus près des citoyens. Les services qui, avant la possibilité d'avoir les associations, étaient gérés par les communes, maintenant sont donnés à des formes de coopératives ou d'associations qui donc remplacent ce qui devait être un devoir de l'État. Et en remplaçant donc des services qui étaient tenus faire, la commune en profite pour proposer à ces coopératives, à cette association, des formes de contrats. Les CocoPro ou CocoCo dont il parlait tout à l'heure, c'est des formes de contrats qui sont des acronymes, ça veut dire CocoCo, contrat continuel. Contrat continuel de collaboration, et le CocoPro, c'est le contrat continuel à projet. Enfin, c'est des formes qui permettent juste, comme il disait, une exploitation de ceux qui travaillent, parce qu'il n'y a pas de continuité